Bonjour, bonjour, on se retrouve une nouvelle fois pour aborder ensemble un ouvrage mythique, le Malleus Maleficarum. Alors, il est souvent traduit par le titre « Le marteau des sorcières ». En fait, c'est un texte les plus significatifs dans l'histoire de la chasse aux sorcières en Europe. Alors, c'est souvent pris à tort comme un grimoire de sorcières, comme finalement les secrets cachés des sorcières, mais en fait, il s'agit d'un véritable manuel de comment chasser la sorcière. Alors, ce livre, il a été publié pour la première fois en 1487, et il sert de manuel, comme je disais, pour l'identification, la poursuite et la punition des sorcières. Alors, il a été rendu possible par la bulle papale, donc la même année, qui est le Summis Desiderantes, qui en fait lui confère une réelle autorité et qui a complètement validé auprès du public la réalité des sorcières. Donc c'est à partir de là, effectivement, que ça lui a donné de la, on va dire, de la légitimité. Alors, les auteurs, donc il y a un auteur sûr, c'est Heinrich Kramer, donc alias Henricus Istitoris. Donc ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un frère dominicain et inquisiteur allemand, qui est l'auteur principal du livre. Son implication dans les procès de sorcières et sa croyance intense dans les dangers de la sorcellerie ont vraiment influencé le contenu du livre. Il était presque totalement paranoïaque. Alors, lui, dans sa carrière, on sait qu'il a été nommé inquisiteur pour les régions du Tyrol, de Salzbourg, de Bohême et de Moravie. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est baigné là-dedans, dans la chasse aux sorcières et dans le fait qu'elles sont parmi nous, en fait, en quelque sorte. Un deuxième co-auteur, si on peut dire, c'est Jacob Sprenger. Donc lui, c'est un autre frère dominicain. Et il y a encore des discussions parmi les chercheurs sur sa réelle participation pour le Malleus. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau de la structure de ce livre, donc le Malleus Maleficarum, lui, il est divisé en 3 grandes sections. La première section, c'est la réalité et les dangers de la sorcellerie. Donc c'est toute une liste d'arguments qui établissent l'existence des sorcières et de leurs menaces pour la société chrétienne. Donc on va voir ensemble les principaux arguments qui sont présentés dans le livre. Alors, on débute par une interprétation théologique, puisque le Malleus Maleficarum soutient que les sorcières sont des agents du diable, et qu'elles pratiquent les sorcelleries pour servir ses desseins maléfiques. L'interprétation repose sur une vision théologique de la sorcellerie comme étant en opposition directe avec la foi chrétienne, et comme une forme de pacte avec le diable. Le deuxième volet, c'est les observations de terrain. Donc là, le livre prétend que les sorcières ont été observées en train de commettre des actes maléfiques, tels que jeter des sorts, provoquer des maladies, nuire au bétail ou aux récoltes, par exemple. Alors ces observations, dans le livre, elles sont souvent basées sur des témoignages recueillis auprès des personnes affirmant avoir été victimes de ces sorcières. La troisième partie, c'est l'élaboration sur la nature féminine. Donc, c'est-à-dire que le Malleus Maleficarum s'appuie également sur des stéréotypes de genre, affirmant que les femmes sont plus susceptibles d'être des sorcières en raison de leur nature morale et physique supposée faible. Et ils avancent aussi des idées complètement misogynes sur la tendance des femmes à être séduites par le mal et à chercher des pouvoirs surnaturels. Et puis il y a toute une dimension, on va dire, folklorique au Malleus Maleficarum. Ça puise également dans des grandes croyances populaires, des superstitions de l'époque, aussi bien que des légendes locales sur les sorcières et les récits de personnes qui ont affirmé avoir été ensorcelées. Alors ces récits folkloriques ont pu effectivement être utilisés comme exemple pour étayer des argumentations dans le livre sur l'existence des sorcières, alors qu'effectivement ce ne sont que des histoires. Donc le deuxième partie, c'est la méthode de détection des sorcières. Donc c'est des directives sur comment identifier les sorcières, qui incluent l'utilisation de témoignages, des confessions, qui sont souvent obtenues sous la torture, et de preuves physiques. Donc on va voir ça en plus en détail. Donc le Malleus Maleficarum décrit plusieurs méthodes de détection des sorcières, toutes visant à identifier les individus qui sont soupçonnés de pratiquer forcément la sorcellerie. Alors on va voir quelques principales méthodes évoquées. Donc premièrement, c'est les témoignages et les dénonciations. Donc les témoignages et les dénonciations des personnes qui affirment avoir été victimes de la sorcellerie sont considérés comme des preuves infaillibles pour identifier une sorcière. Le livre encourage d'ailleurs les autorités à recueillir ces témoignages et à les utiliser comme base pour engager des poursuites judiciaires.
Donc si on a une dent contre quelqu'un, qu'il a refusé de nous vendre un terrain, on pense qu'elle va essayer de séduire notre mari, ouais, ben, c'était quand même très facile de se débarrasser de quelqu'un à cette époque. La deuxième argument et méthode, c'est les confessions. Donc le Malleus Maleficarum insiste sur l'importance des confessions des présumées sorcières. Donc il est décrit en détail des techniques d'interrogatoire et de torture, bien sûr, que les autorités peuvent utiliser pour obtenir les aveux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les confessions obtenues du coup à l'époque sont considérées comme des preuves solides de culpabilité. L'aspect, on va dire, on n'est pas comme aujourd'hui à dire qu'effectivement sous torture on peut dire n'importe quoi. Voilà, ils considéraient ça comme étant tout à fait digne de foi. Il n'y avait aucun souci à faire de la torture pour obtenir des confessions. Et celles-ci étaient forcément vraies. Il n'y avait pas de... On ne pensait même pas que quelqu'un aurait pu mentir pour que la torture s'arrête. Le troisième, du coup, méthode de détection, c'est ce qu'on appelle la marque du diable. Donc là, le Malleus Maleficarum, lui, il soutient que les sorcières peuvent porter des marques ou des signes distinctifs qui sont l'œuvre du diable et qu'ils le portent directement dans leur chair, en fait. Donc ça peut être des marques de naissance, des cicatrices ou même des lésions cutanées. Donc les autorités sont encouragées, en fait, à examiner attentivement le corps des suspects à la recherche de telles marques. Parce que c'est supposé être aussi donc, la marque du diable ou une marque, finalement, de nourrissage du familier de la sorcière. Donc vous voyez bien que le nombre de personnes qui peuvent avoir un grain de beauté, une petite cicatrice, ouais, ça peut vite tourner au vinaigre. Le quatrième moyen de détection, ce sont les tests physiques. Donc dans le Malleus Maleficarum, on mentionne également plusieurs tests physiques qui sont utiles pour détecter des sorcières. Donc voilà, c'était des méthodes qui étaient supposées être totalement sûres et totalement irrévocables. Donc c'était basé sur des croyances, en fait, sur des superstitions, si on veut par là, parce qu'il n'y avait aucune base scientifique, forcément. Alors voici quelques exemples pour nous faire un petit peu une idée. Le premier, c'est le test de flottaison. Donc ce test implique, en fait, de lier les mains et les pieds du suspect et de la jeter dans l'eau. Si le suspect flotte à la surface, c'est donc une preuve de sa culpabilité, puisqu'effectivement on croyait que l'eau rejetait les corps impurs associés à la sorcellerie. Donc du coup, les sorcières ne peuvent pas couler, donc forcément, si la personne flotte, c'est une sorcière. Hein, c'est QFD. Si le suspect coulait, du coup, cela était parfois interprété comme une preuve d'innocence. Bien que cela, malheureusement, la plupart du temps, conduisait à la noyade de toute façon de la personne, puisqu'elle avait du mal à la repêcher. Donc, c'est dommage, tu étais innocent, mais tu es décédé quand même. Le deuxième, c'était le test de sensibilité cutanée. Donc là, ça implique en fait de piquer ou de brûler la peau du suspect avec des aiguilles chaudes ou des objets pointus pour voir comment la personne réagit. Ouais, je me retiens de rire. Si le suspect ne montre aucune réaction à la douleur, c'est qu'il est considéré comme une preuve, du coup, de sa culpabilité, car on croyait, du coup, que les sorcières étaient insensibles à la douleur en raison de leur pacte avec le diable. Ouais. 3 petits points. Le troisième, c'était la test de marque de diable. Donc c'est consistait en fait toujours à examiner le corps de la suspecte, comme par hasard, à la recherche de marques ou de signes supposés du diable, comme je disais, tels que des cicatrices, des taches de naissance inhabituelles, ou voilà, des petites traces de lésions, des choses comme ça. C'était souvent interprété du coup comme une marque de culpabilité de la personne, puisque le diable l'avait marqué comme étant l'un des siens finalement. Et puis il y avait aussi l'histoire, voilà. Le quatrième test, c'était le test de morsure. Donc là, c'est un test qui impliquait de placer une personne accusée de sorcellerie à côté d'un animal, comme un chien ou un chat, et de voir comment l'animal en fait allait réagir à côté de cette personne, si elle agissait de manière craintive ou de manière agressive. Donc si l'animal réagissait de manière anormale, j'aime bien parce que c'est bien vague, en fait c'était considéré comme une preuve irrémédiable de culpabilité du suspect. Donc en clair, si votre tronche ne revenait pas au chien, pas de chance, c'est que vous étiez une sorcière. Le dernier test, le plus, on va dire, curieux, on a le test de la danse des sorcières. Donc là, en fait, c'est un test qui impliquait de forcer le suspect à danser ou à se contorsionner de manière exténuante pendant de longues périodes pour voir s'ils avouaient la culpabilité ou si des signes de possession démoniaque apparaissaient. Donc, danse jusqu'à la mort, quoi.
Que dire à ça? Alors, parmi du coup les grands moyens de détection, on avait aussi ce qu'on appelle la présomption de culpabilité, tout simplement. C'est-à-dire que le Malleus Maleficarum, le livre, encourage également une approche où la présomption de culpabilité est prédominante. C'est-à-dire, à choisir, faut mieux considérer que la personne est une sorcière, et si elle était innocente, bah tant pis. Ça signifie du coup que même sans avoir approuvé quoi que ce soit, la personne est considérée de toute façon coupable. Ce qui rendait la situation très lourde à porter pour le suspect et sa famille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces méthodes de détection étaient largement acceptées à l'époque et que c'était déjà utilisé pour en fait justifier la persécution et l'exécution de milliers de personnes à travers l'Europe pendant l'Inquisition. C'est déjà des méthodes qui étaient utilisées, ça ne fait rien de nouveau. Donc là, ça couchait simplement sur le papier les choses. Le troisième volet du Malleus nous parle de la poursuite et des punitions. Du coup, donc, tout ce qui est procédure légale détaillée pour juger et exécuter les sorcières. Donc voici, on va dire, un aperçu des principales étapes qui sont décrites dans cette section. On a l'accusation et l'arrestation. Donc là, les procédures judiciaires commencent par une accusation formelle contre la personne soupçonnée de sorcellerie. Les autorités sont vivement encouragées à enquêter sur les accusations et à rassembler des preuves contre le suspect. Une fois que du coup ils ont suffisamment de preuves, le suspect est arrêté, il est mis en détention en attendant son procès. Ensuite, on passe à une phase d'interrogatoire et de confession. Donc, le Malleus Maleficarum, lui, il insiste sur l'importance des interrogatoires des suspects pour obtenir des aveux. Les autorités sont encouragées à utiliser des techniques d'interrogatoire coercitives, y compris la torture, pour obtenir des confessions de sorcellerie. Les confessions obtenues par la torture sont considérées comme des preuves très solides de culpabilité. Alors voilà un peu comment se passaient il y avait plusieurs types du coup de torture. La première, c'est la question ordinaire. Donc la question ordinaire, c'est une forme de torture relativement légère qui implique souvent l'utilisation de dispositifs tels que des menottes, des fers, des chaînes, pour restreindre les mouvements du suspect. Alors cette méthode, elle était souvent utilisée au début de l'interrogatoire pour intimider le suspect et le forcer du coup à avouer. Si ça ne marchait pas, on pouvait passer à l'étape suivante. Donc là, on a la question extraordinaire. Donc la question extraordinaire, c'est une forme de torture plus sévère, qui implique l'utilisation de méthodes un peu plus brutales pour obtenir des aveux. Donc ça peut inclure des méthodes comme la torsion des membres, l'application de poids sur le corps, des suspensions par les bras ou les jambes, ou même l'utilisation d'instruments de torture comme le chevalet, le rack ou le pilori. Sympatoche. Quand ça ne fonctionnait pas, on pouvait passer à l'étape 3, c'était le strappado. Donc le strappado, c'est une forme de torture qui implique de suspendre le suspect par les poignets, souvent attachés derrière le dos, puis le laisser tomber brusquement au sol. Donc ça pouvait causer de graves blessures internes, notamment tout ce qui était bras, épaules et dos, ainsi que des luxations et des fractures. En allant crescendo, on pouvait passer par la bascule. Donc la bascule, c'est une forme de torture. Là, on a le suspect qui est attaché à une poutre et qui est balancé d'avant en arrière au-dessus du feu, du sol ou de l'eau. Et là aussi, ça causait des blessures graves, des brûlures et des traumatismes psychologiques. Et dernière méthode, on pouvait également utiliser la roue. Donc la roue, c'est une forme extrême de torture, parce que là on est au top du top, où la personne suspectée de sorcellerie est attachée à une grande roue et battue avec des bâtons et des fouets. Cette méthode était souvent utilisée pour infliger des blessures graves et prolongées, qui pouvaient entraîner, on va dire, jusqu'à la mort du suspect. Donc là, voilà, ça montait crescendo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces méthodes de torture physique étaient également utilisées en combinaison avec des menaces, des intimidations, et des privations de sommeil ou de nourriture pour briser la résistance du sujet et lui faire avouer n'importe quoi, en clair. Une fois qu'on a passé la personne à la question et qu'on a obtenu des aveux, là, du coup, la personne passe en procès. Donc, troisième étape, le procès. Une fois que le suspect il a avoué, et que suffisamment de preuves ont été rassemblées, donc ça peut être aussi des témoignages, comme on disait tout à l'heure, aussi bien que ses aveux, les autorités désignent généralement un tribunal qui est composé de juges, de membres du clergé et de représentants de la communauté pour entendre l'affaire. Le suspect a la possibilité de se défendre, bien sûr, mais les standards des preuves sont souvent très faibles et la présomption de culpabilité est prédominante.
Une fois que le procès est terminé, donc j'imagine qu'on ne devait pas trop s'étendre là-dessus, on passait au verdict et à la sentence. Donc le tribunal rend un verdict de culpabilité ou d'innocence. Donc si le suspect est déclaré coupable de sorcellerie, il est généralement condamné à la peine de mort, comme ça, donc souvent par le bûcher. Les autorités pouvaient également ordonner d'autres peines, faut le savoir, comme la confiscation des biens ou des châtiments corporels en fonction de la gravité des accusations. Une fois qu'on était condamné, du coup, notamment à périr, on venait le moment de l'exécution. Donc là, l'exécution était mise en œuvre très rapidement. Les autorités organisaient des cérémonies publiques, comme ça, en plus, ça permettait de dissuader un petit peu les gens, ça montrait l'exemple. Donc, et en général, les sorcières étaient brûlées vives sur un bûcher, et sont souvent accompagnés également de rituels religieux pour souligner la condamnation de la sorcellerie par l'Église, qui légitimait effectivement encore plus les actions. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces procédures, sur le côté judiciaire, étaient appliquées en général de manière qui était très très rigide et peu équitable, parce que ce qui a effectivement, on peut réfléchir à ça, conduit à bon nombre d'erreurs judiciaires et à l'exécution de nombreuses personnes qui étaient innocentes, qui ont été accusées à tort de sorcellerie, soit par jalousie, par vengeance personnelle, enfin voilà, je pense que toutes les raisons sont bonnes. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est que quand même, effectivement, ce livre a fait vraiment du bruit. Il a eu un réel impact sur la chasse aux sorcières. Donc le Malleus Maleficarum, il a grandement influencé la chasse aux sorcières qui a balayé l'Europe à la fin du XVe siècle et jusqu'au début du XVIIIe. Et parce qu'il faut le fait que ça soit un livre qui soit imprimé, ça lui fournissait quelque part une base un peu pseudo-légale et théologique pour la persécution des prétendues sorcières. Ça servait un petit peu de guide. Et ce qu'il faut effectivement dire, c'est qu'il y a aussi une approbation quelque part par l'Église. C'est vrai que le livre a été approuvé par l'Église quelques années et est devenu du coup une référence standard pour les inquisitions et les juges. Ce qu'il faut noter, c'est que toutes les autorités religieuses n'ont pas effectivement approuvé officiellement cette méthode et que le Malleus, à partir de 1490, était interdit d'en éditer de nouveau. Ce qui n'a pas empêché les gens à travers les âges de l'héréditer. On verra ça tout à l'heure. Donc les historiens, eux, ils estiment le nombre de victimes de la chasse aux sorcières en se basant sur diverses sources, y compris les registres des procès, sur les rapports d'exécution, sur les chroniques locales, et sur les estimations de la population de l'époque. On arrive effectivement, peu ou prou, on arrive effectivement à une fourchette assez conséquente. Donc en Europe, du coup, on a une estimation du nombre total de victimes qui varie entre 30 000 et 100 000, bien que certaines estimations plus élevées aillent jusqu'à plusieurs centaines de milliers. Ce qu'il faut dire aussi que si ça a démarré effectivement en Europe, ce phénomène a eu lieu ailleurs également, puisqu'effectivement les colonies européennes en Amérique du Nord et en Amérique du Sud ont connu des périodes également de chasse aux sorcières, donc on connaît tous l'histoire de Salem. Donc ça c'était en 1692, donc dans la colonie de Massachusetts, et ça a conduit effectivement à l'exécution de plusieurs personnes accusées de sorcellerie, et que finalement des telles chasses aux sorcières, on en a entendu parler également au Mexique, au Pérou, donc ça n'a pas été effectivement qu'en Europe, même si effectivement c'était à moindre échelle. Alors si on regarde un peu les thèmes et les croyances qui étaient véhiculées par le Maleficum, on s'aperçoit effectivement qu'il y a une large partie qui est réservée à la démonologie. Donc ça met vraiment l'accent sur le rôle du diable et des pactes démoniaques dans la sorcellerie. Donc non seulement ce sont des sorcières, mais en plus elles sont pactisées avec le diable, donc là on est encore plus dans l'horreur. Il y a un pan, on va dire, absolument incroyable et puis totalement présent de misogynie, puisqu'effectivement, donc la misogynie, je rappelle, c'est la haine, le mépris ou la discrimination envers les femmes. Donc là, c'était un aspect de la chasse aux sorcières, effectivement, de l'époque, c'est qu'on dévalorisait les femmes, déjà. Les chasseurs de sorcières sont bien sûr souvent des hommes, ils utilisent toujours des stéréotypes négatifs pour parler des femmes et pour justifier leurs actions. Ils les décrivent comme étant naturellement faibles, donc de moralité et d'éthique, donc elles sont beaucoup plus susceptibles finalement d'être tentées par le diable, puisqu'elles sont incapables effectivement de dire non, elles sont incapables de force de caractère.
Le deuxième chose, c'est qu'il y a une culpabilité présumée. Finalement, les femmes étaient considérées comme coupables par défaut lors des procès de sorcellerie, parce que leurs paroles, de toute façon, avaient moins de poids que celles des hommes. Comme les hommes étaient les accusateurs, du coup, forcément, vous ne pouviez pas vous en sortir. Et bien sûr, on a des cas où elles étaient souvent soupçonnées de sorcellerie sur la base de simples rumeurs ou d'accusations totalement fantaisistes. On observe aussi dans le Malleus une inversion quelque part des rôles de genre, c'est-à-dire que la chasse aux sorcières, c'était un des nombreux exemples où le rôle des genres traditionnels ont été inversés, c'est-à-dire que les femmes qui étaient accusées de sorcellerie étaient souvent celles qui déviaient des normes du genre établi. Par exemple, des femmes célibataires, des veuves, ou celles qui exerçaient un pouvoir indépendant de leur communauté, donc des femmes d'affaires, des femmes qui avaient du bagou, qui n'hésitaient pas à donner leurs opinions, qui réussissaient dans les affaires. Donc là, effectivement, on avait tendance à quelque part à vouloir les mettre sous le joug et à vouloir les supprimer. Et puis, effectivement, on a quand même, dans le Malleus Maleficarum, une perpétuation de la domination masculine, c'est-à-dire qu'effectivement, en éliminant toutes ces femmes, comme je vous disais, qui démontraient une certaine indépendance, une certaine audace d'entrepreneurs, ou qui menaçaient un peu le patriarcat, les autorités cherchaient effectivement à maintenir leur pouvoir et le contrôle sur la société. L'autre, effectivement, idée forte qu'on ressent à la lecture du Malleus Maleficarum, donc le marteau des sorcières, c'est le rôle prépondérant de la torture. Effectivement, par rapport à maintenant, on est dans d'autres sphères. Donc effectivement, on utilisait alors la torture pour obtenir les aveux du suspect, qui était, on va dire, la preuve numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'était totalement normal à l'époque, c'était une pratique courante dans toutes les enquêtes qui étaient liées à la sorcellerie. C'était un moyen de contraindre les personnes accusées à avouer leur culpabilité et à impliquer, voire d'autres suspects. Donc c'était vraiment un moyen légitime de recherche de la vérité à l'époque. Effectivement, de nos jours, on condamne la torture, on s'insurge, on trouve que c'est une violation des droits de l'homme et de la dignité humaine. Voilà, les standards de l'époque n'étaient pas du tout les mêmes. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que même à l'époque, il y a des critiques qui ont émergé envers cet ouvrage. Certains contemporains ont critiqué du coup le Malleus Maleficarum parce qu'ils avaient pour des méthodes qui étaient très sévères et affirmaient qu'elles étaient non scientifiques, donc sans blague. C'est vrai que aujourd'hui, si on regarde par rapport à la perspective moderne, il est vraiment considéré comme un symbole finalement de la superstition, de l'irrationalité, de la cruauté, le côté cruel et le côté totalement presque paranoïaque de la chasse aux sorcières. Alors, les historiens d'aujourd'hui l'étudient pour comprendre les facteurs sociaux et culturels qui ont alimenté de telles persécutions. Comment est-ce qu'effectivement on a pu embraguer toute une population là-dedans, tous les effets de groupe, comment est-ce qu'effectivement un groupe peut décider de suspecter une personne, comment les gens peuvent se monter le bourrichon pour trouver des preuves, voilà, ça reste effectivement très intéressant. Alors comme je disais tout à l'heure, le Malleus Maleficarum, il y a eu plus de 30 versions qui ont été éditées, Alors, malgré le fait que l'Église l'ait interdit en 1490. Il y a quand même eu une trentaine d'éditions derrière, on a continué à l'éditer, on a continué à le diffuser, et ces idées, effectivement, ont continué à être diffusées dans toute l'Europe et au-delà. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit quand même, c'est que le Malleus Maleficarum, il doit être compris dans le contexte plus large de la fin du Moyen-Âge. Au début de la période moderne, c'était une époque qui est quand même marquée de grands troubles religieux, puisqu'on commence à avoir un peu des oppositions. Il y a des bouleversements sociaux, il y a aussi des croyances profondes dans le surnaturel à cette époque-là. Et la peur finalement des sorcières, elle était en partie alimentée par le besoin de trouver des boucs émissaires pour les mauvaises récoltes, pour les situations météorologiques difficiles, pour la famine, c'était effectivement hyper facile. Pour les maladies aussi, que ce soit les guerres ou les difficultés économiques, c'était pratique du coup de trouver un bouc émissaire et la sorcellerie était parfaite pour ça. Si on fait une petite conclusion ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que le Malleus Maleficarum, c'est un puissant rappel du danger de la superstition, de l'intolérance et des abus de pouvoir. Parce que comme je disais, effectivement, certains s'en sont servis pour pouvoir confisquer des biens, pour pouvoir mettre à genoux des concurrents dans les affaires et tout ça.
Alors, il sert quand même aujourd'hui de document historique qui nous aide à comprendre les aspects les plus sombres de l'histoire humaine, parce que là, on touche vraiment à des moments qui sont difficiles, et finalement aux conséquences des persécutions qui sont alimentées par la peur et la superstition. Si vous voulez vous plonger un peu plus dans cette époque, voilà, on peut penser à 2 séries de télévision qui vont vous aider effectivement à vivre ça. Donc il y a la série Salem, qui est diffusée entre 2014 et 2017, donc il y a 3 saisons. C'est une série dramatique qui se déroule pendant les célèbres procès de sorcellerie à Salem, donc au XVIIe siècle. Et la série, je trouve elle explore vraiment bien les tensions religieuses, politiques et sociales qui alimentent la chasse aux sorcières. On voit effectivement bien arriver le chasseur de sorcières, ce que les gens attendent de lui, comment effectivement chacun se laisse convaincre. Voilà, c'est vraiment assez... on voit effectivement des interactions entre des personnages historiques et des éléments surnaturels, donc c'est assez sympa. On voit effectivement le côté suspicion, le côté dénonciation, c'est pas mal. Et puis dans American Horror Story, donc la saison Coven, là du coup, cette saison-là se concentre vraiment sur un groupe de sorcières de la Nouvelle-Orléans, donc ça c'est sympa parce qu'on va croiser Marie Laveau et tout ça. Elle inclut également des flashbacks qui explorent du coup ces persécutions de sorcières et qui d'autres histoires... voilà, d'autres aspects de la sorcellerie, donc c'est assez sympa, ça permet un petit peu de se remettre dans le bain, on va dire, de la chasse aux sorcières, et puis de la peur que ça devait être quand quelqu'un commençait à vous regarder de travers, de se dire ça y est, est-ce qu'il va me dénoncer, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. J'espère que cette histoire sur le Malleus Maleficarum vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous faire un petit résumé sur ce que contenait le livre, parce que c'est un peu un livre mythique. Je vous propose de se retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite une bonne continuation et prenez soin de vous.